YouTube, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes en live avec les amis sur Twitch, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude, et on va faire aujourd'hui un bilan lecture. J'ai 7 ouvrages à vous présenter, des ouvrages que j'ai lus entre avril et début août, à peu près, je dirais. J'ai un peu honte, le dernier bilan lecture date du 20 avril, je viens de regarder avec les potes là sur Twitch. 20 avril les gars, 20 avril c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. On peut mieux faire, je pense. On peut mieux faire. Quand je vois Séverine qui fait un point lecture par semaine, je me dis, mais ça sera jamais possible de mon côté. Mais bon, bref, peu importe, on n'est pas non plus dans une compétition ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, avril à août, d'habitude, j'en fais un par mois quand même. Du coup, j'ai 7 ouvrages à vous montrer. Et le premier, ça commence très bien parce que je vais vous parler de ma lecture de Virginie Grimaldi. Il nous restera ça, avec le focus qui est parti, il nous restera ça aux éditions Fayard. Puis-je vous montrer à quel point je l'ai aimé. Regardez, je pense que vous verrez. Vous voyez les signets là? Je pense que vous avez vu. En fait, je peux vous dire très peu de choses sur ce roman sans vous spoiler. On suit 3 personnages. On a Iris qui a 33 ans, Théo qui a 18 ans et Jeanne qui a 74 ans. Les 3 personnages vont évoluer ensemble, vont apprendre à se connaître et puis vont aussi découvrir les faiblesses, enfin pas les faiblesses, les failles de chacun plutôt et plutôt les événements parfois traumatiques, parfois autres. Bref, je vais pas en dire plus. Il n'y a pas de... Attends, je réfléchis mais je crois qu'il n'y a pas de trigger warning à vous donner. On parle de deuil par contre. Si jamais on parle de deuil, c'est du Virginie Grimaldi. C'est vraiment du pur Virginie Grimaldi. J'ai pas lu tous ses romans parce que je m'en garde toujours un petit peu en petite friandise comme ça le jour où j'en ai vraiment besoin. Mais on est dans quelque chose d'assez classique chez Virginie Grimaldi. On retrouve sa plume sans souci. Les personnages sont développés, ils sont intéressants, ils sont émouvants. J'ai eu ma petite larme à un certain moment. Peut-être même à 2 ou 3 certains moments, c'est possible. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais un peu moins aimé le personnage de Théo qui m'intéressait beaucoup moins. Mais le personnage de Jeanne... Après, moi, j'aime bien les personnes âgées dans les livres. C'est ça aussi. Hein. J'aime bien les personnes âgées parce que y a plein de réflexions. Non seulement elles ont souvent plus... Enfin, elles ont souvent... Non, elles ont forcément plus d'expérience. Elles ont une vie qui a déjà été souvent bien remplie. Et puis, elles vivent... je sais pas, le dernier quart de leur vie et dernier tiers, parfois dernier, ce que vous voulez. Et au final, je trouve qu'elles font beaucoup de réflexions sur la vie qui sont intéressantes. On parle de... Après, vous le savez, on parle de la mort, on parle du deuil. Moi, j'adore ça. Donc forcément, peut-être que c'est pour ça aussi que j'aime bien les personnes âgées dans les livres. Mais voilà, moi, j'adore Virginie Grimaldi. J'aime beaucoup sa façon d'écrire les émotions, d'écrire les sentiments des gens, d'écrire des moments de vie du quotidien que d'autres n'auraient pas réussi forcément à... Enfin, moi, personnellement, je suis incapable de retranscrire ce qu'elle fait. Elle arrive à donner des émotions dans un truc du quotidien, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, on a ces 3 personnages qui vont se rencontrer pour le meilleur, bien plus que pour le pire d'ailleurs, et qui vont se soutenir, qui vont apprendre à se connaître, et c'est génial. Franchement, je vous le recommande. N'hésitez pas à attendre le poche l'an prochain, bien évidemment. Chez Fayard, c'est toujours 20 €, donc enfin 19,90 €. Mais voilà, moi je sais que c'est pour ça que je garde toujours un ouvrage de Virginie Grimaldi. J'ai pas encore été vraiment déçue. Celui que j'avais le moins aimé, c'était Le premier jour du reste de ta vie, mais c'était aussi son premier, je crois. Donc est-ce qu'on peut pas comprendre aussi que pour le premier, bah, c'était peut-être, ça m'avait peut-être un petit peu moins plu. C'est possible. Après, ça dépend des thèmes aussi. Hein. Je pense que si vous n'êtes pas touché par certains thèmes qui sont dans le roman, vous n'allez pas forcément l'apprécier non plus. Surtout qu'on en voit peu des personnes âgées, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai trouvé que pendant un temps, il y avait une certaine mode d'écrire justement le deuil, la peur de la mort, etc., des personnes âgées et tout ça. Ça, c'était un peu dommage, tu vois. Mais c'est vrai que ça s'est passé un petit peu. C'est passé. Une citation de ce roman a été très longtemps sur l'écran de Sprint. Mais oui, mais forcément, c'est obligé. C'est obligé. Franchement... Mais même, rien que la première scène, j'ai failli pleurer. Rien que la première scène, t'imagines? Mais vraiment, rien que la première scène, j'ai failli pleurer. Le prologue, en fait. Rien que le prologue, j'étais émue, je me suis dit, ok, ce livre va me plaire. Au prologue, je le savais. J'en étais sûre. Bon, du coup,
on est passé sur la très bonne lecture, on va dire. C'était pas un coup de cœur ou un petit coup de cœur, tu sais, le truc qui fait oh c'était trop bien. Mais voilà. Ensuite, on passe à de la fantaisie parce que j'ai décidé qu'on ne ferait rien de façon rangée aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on passe à Jemae d'Audrey Vesseldinger, qui est un roman auto-édité. Et c'est de la fantaisie. Dans cette histoire, on va suivre. Alors, je me souviens plus vraiment des prénoms parce que forcément, dans la fantaisie, c'est jamais évident. On suit Evendine, qui est princesse du royaume des Malfoliés et qui est vraiment faite pour vous énerver, c'est sûr. Elle est faite pour énerver tout le monde, ça c'est sûr. Et en fait, elle va se rencontrer, enfin, elle va se rencontrer, quoi. Elle va croiser la route, mes cheveux qui embêtent le monde. Elle va croiser la route d'Aewe, qui est une jeune fille qu'on vous dit rescapée d'un génocide, parce qu'en fait, on est dans un univers où la magie est interdite. Et en gros, pour faire de la magie, je crois qu'il te faut tes 2 mains. Et en gros, le but, c'était de couper les mains des gens pour qu'ils fassent plus de magie. Et Aewe, elle est rescapée de ce génocide-là, de ces gens qui font de la magie. Donc elle fait de la magie. Et puis elle est magicienne. Et puis elle rencontre aussi d'autres... Bah, il n'est pas dans le résumé. Elle rencontre aussi un autre gars. Voilà, auquel je me suis pas vraiment attachée, je vous avoue. Et il y a une nana qui dort tout du long. Tout au long du roman, elle dort. On la rencontre au début, on sait pas trop ce qu'elle vient faire là. Parce qu'au début, on n'est pas vraiment dans un roman de fantasy, c'est assez bizarre. On est dans quelque chose d'assez... famille dysfonctionnelle, etc. Et puis d'un coup, on plonge dans la fantaisie. Ça m'avait un petit peu perturbée sur le coup. Et alors, j'ai bien aimé ma lecture. C'était pas mal. Mais vraiment, pendant les je sais plus combien de premières pages, pendant au moins, je sais pas, une dizaine de chapitres, après ils sont courts, hein, vous en inquiétez pas, mais pendant une dizaine de chapitres, franchement, j'arrivais pas à plonger dedans. J'étais pas à fond dedans, j'avais du mal à avoir envie d'y retourner. Et puis, j'en ai parlé à Audrey, je lui ai dit, il y a cet événement-là. Ah, il y a un événement à un moment donné, enfin, une succession d'événements à un moment donné, qui te font te dire, ok, j'ai envie de savoir la suite. Maintenant, on n'est pas dans de la fantasy forcément habituelle, c'est-à-dire que, alors, vous avez en effet un univers de la magie et tout, mais vous savez, ces derniers temps, dans la plupart des romans young adult, fantasy, fantastique, etc., il y a quand même beaucoup de... Il y a toujours une petite romance quelque part, même s'ils sont en train de sauver le monde, il y a toujours une romance. Moi, je savais que ça serait pas le cas, parce que Audrey déteste la romance dans ce genre de roman, donc je savais qu'elle en mettrait pas. Mais pour autant, je suis tellement habituée que ça m'a presque manqué, presque. Même si je pourrais pas vous dire quelle romance on aurait pu faire avec les personnages qu'elle a mis là, parce qu'en fait, ils sont très adaptés comme ça. Mais ouais, ça m'avait presque manqué. Après, on voit qu'on prépare le terrain. On pose plein de questions, on a très peu de réponses, voire pas du tout. Si on a quelques réponses, mais pas beaucoup. Et il y a des rebondissements, c'est plutôt pas mal. Mais de ce que j'ai compris, le tome 2 apporte toutes les réponses et est bien plus addictif. Donc vraiment, j'attends de lire le tome 2 avec impatience. Là voilà, le décor est posé, j'ai bien aimé ma lecture, c'était bien. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a plu quand même, c'était intéressant. Et je continuerai avec le tome 2 parce qu'en effet, j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Mais du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ce roman où vraiment vous êtes pas forcément happé dès le début, vous aimez bien après jusqu'à la fin, et en même temps, tu sais que le tome 2 sera forcément meilleur parce qu'il va répondre à toutes tes questions. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça avec un roman, mais pour le coup, c'est assez saisissant, quoi. Celui-ci, en tout cas. Donc voilà pour Jemae. Je l'achèterai lorsqu'il sortira en poche. Tu parles du Virginie Grimaldi, Valérie, je pense. Ouais, t'as raison. T'as raison, en poche, en plus, tu peux te faire une belle petite collection. Ils sont jolis, je trouve. Ils sont jolis. Ensuite, troisième roman. Je vais vous faire un catalogue. Je vous le dis tout de suite. On va faire un catalogue d'avis. Des romans apéritifs. Il t'ouvre l'appétit pour la suite. Oh, c'est bien dit ça, Lisa. Des romans apéritifs. J'aime beaucoup. C'est un roman apéritif, c'est-à-dire qu'il t'ouvre l'appétit pour la suite. Ouais, intéressant. J'aime bien la formulation, ça me plaît bien, franchement. Je te jure, je suis en mode ah ouais, carrément. Du coup, troisième roman dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit de... Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Il faut savoir que moi, Lucinda Riley, j'ai déjà lu 2 ou 3 de ses romans. J'ai déjà lu La Belle Italienne que j'avais plutôt bien aimé, mais c'était pas mon préféré. J'avais lu 2 tomes des 7 sœurs, je crois. J'ai lu celui où il y a une petite enquête, là. J'ai oublié le titre.
La lettre d'amour interdite ou un truc comme ça. C'était vraiment bien. Et là, du coup, on arrivait dans son seul polar. Et franchement, c'est dommage parce que vraiment, son enquêtrice, je l'aurais bien suivie dans d'autres histoires. Maintenant, Lucinda Riley, il faut savoir que elle est décédée maintenant. Donc on n'aura plus d'autres histoires. Salut Luna, tu veux savoir mes avis lecture? C'est bien. On n'aura plus d'autres aventures. Mais voilà, on suit Jazz Hunter, qui est une enquêtrice de Londres qui va dans le Norfolk, je crois. Je crois que c'est le Norfolk, ouais c'est ça. Et qui va être amenée à mener l'enquête dans un pensionnat anglais, dans le dortoir... Voilà, assieds-toi, sois sage. Donc dans un pensionnat anglais, on vous dit un prestigieux internat privé de Saint-Stephen. Et en fait, il y a un jeune garçon qui va être retrouvé mort. Le directeur dit que c'est un accident, personne n'en est convaincu, donc on mène l'enquête, et puis en fait ça va bien plus loin que ça, on apprend à connaître les différents habitants, les parents, et puis les petits garçons qui sont aussi là-bas, c'est plutôt chouette. Moi ce que j'ai bien aimé, vraiment ça fait un moment que je l'ai lu, donc je remets en place mes idées, mais ce que j'ai bien aimé vraiment c'est cette enquêtrice qui était très chouette, vraiment cette personnalité était bien développée, j'avais bien aimé, et puis j'avais pas le fin mot de l'histoire. J'avais pas le fin mot de l'histoire et ça aussi j'avais aimé. Franchement, c'était la première fois et la seule fois du coup que je découvrais Lucinda Riley dans un polar et c'était bien. Mais qu'est-ce que c'était bien, franchement, ça m'avait beaucoup plu. Et voilà, j'ai passé un super moment, je l'ai lu très vite alors qu'il fait, 460 pages. Et moi, vous savez qu'en ce moment, à ce moment-là en tout cas, c'était assez dur d'aligner les pages. En ce moment aussi, hein, bien sûr, mais entre-temps, ça a été mieux. Voilà. Et ouais, il y a eu beaucoup de rebonds, enfin, il y a eu quelques rebondissements, il n'y avait pas vraiment de fausses notes. Franchement, j'ai bien aimé, c'était pas un coup de cœur, mais le suspense était là. Il y a ce côté un petit peu huis clos en pensionnat anglais, qui était sympathique aussi, avec des magouilles un peu de tous les côtés. Je regarde Luna. Et vraiment, ça m'avait plu. Voilà, donc une très bonne lecture avec le Lucinda Riley, que je vous conseille chaudement. Personne ne donne de friandises à Luna, hein, on a remarqué. Hein. C'est pour ça que tu viens en plus. Tu vas encore m'attaquer. C'est ça. Aidez-moi. Ah non, elle ronronne. Elle ronronne, ça devrait aller. Tu veux une friandise quand même? J'avais bien aimé l'ambiance, mais pour l'enquête, j'avais pas été totalement embarquée. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, vraiment, je pense que c'était l'ambiance pensionnat anglais, un peu huis clos, un peu secret comme ça, qui était chouette. Après l'enquête, je pense que si t'as l'habitude de lire du thriller, du polar, je redonne, hein, merci Ingrid. Hop. Tiens, là. Je pense que si t'as l'habitude des thrillers, des polars, forcément, le suspense, c'est pas à son comble, tu vois. C'est... voilà. Mais j'en ai vu d'autres pires. Merci Mélanie. Du coup, on enchaîne. Franchement, quand je regarde, je me dis, depuis avril, j'ai quand même fait des lectures pas si mal. Franchement, depuis avril, j'ai fait quand même... J'ai pas fait énormément de lectures, hein. 7 livres, c'est pas énorme. Mais c'était quand même pas mal, tu vois. Parce que j'ai lu, du coup, ensuite... Oh, ça va trop bien avec tout le cadre. Murmure de l'océan de Félie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Alors ce roman, j'avais autant hâte de le commencer que j'avais peur de le découvrir. Pour celui-ci, on est alors plutôt dans un tome 2, même s'il peut se lire indépendamment. C'est la suite, globalement, de Rose Éternelle, même si vous pouvez le lire en one-shot, c'est pas gênant. Et on suit ici la petite sirène, vous l'aurez deviné, dans Rose Éternelle c'était La Belle et la Bête, dans Murmure de l'Océan c'est la petite sirène. À savoir que si je redoutais ce roman, c'est parce que je déteste la petite sirène, genre vraiment. Je n'aime pas Ariel, voilà, j'avoue tout, je déteste Ariel, je n'aime pas la petite sirène du tout, je la trouve bête et je n'aime pas l'histoire, j'avais peur d'Ursula, enfin bref, il n'y avait rien qui allait pour moi dans cette histoire de la petite sirène chez Disney, hein, bien sûr, pas le reste. Et là... Ophélie Duchemin a réussi à me faire aimer la petite sirène. Genre, vraiment, j'ai adoré le personnage principal qui est tout sauf bête. Oui, ok, elle connaît pas toutes les traditions des humains parce que c'est une sirène et qu'elle a vécu dans l'océan, mais elle a pas l'air idiote pour autant. Elle est pas totalement stupide. Elle est d'ailleurs très intelligente, très badass, très torturée aussi, on l'apprend très rapidement d'ailleurs dans les premières pages. Et même quand elle connaît pas quelque chose, elle se dit tiens, ça je connais pas, qu'est-ce que c'est? Et oui, à un moment donné, par exemple, si, il y a une scène, mais j'ai explosé de rire en la lisant parce que elle connaît pas et elle va faire n'importe quoi comme dans le dessin animé, mais c'est pas non plus ridicule. Enfin,
T'es pas en train de te moquer, t'es juste en train de rire de la situation plus qu'autre chose. Et vraiment, c'était chouette. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce livre. Donc, on est vraiment dans une réécriture de La Petite Sirène, avec une réécriture aussi de La Malédiction, une réécriture de tout. On n'est pas du tout dans une redite. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression de lire le scénario de La Petite Sirène de Disney. Hein. Comme dans Rose éternelle, La Malédiction est très très bien imaginée, très très bien pensée. Ça s'articule avec un univers global. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas réfractaire à La Belle et la Bête, pardon, lisez d'abord Rose éternelle, parce que tout s'articule dans un même univers, et il y a des complots politiques, et d'ailleurs on voit La Belle et la Bête, on va dire, je vous dirai pas les prénoms, mais quand je m'en souviens plus. Mais on les voit aussi apparaître dans ce roman avec la suite de leur histoire. Donc c'est dommage de le lire avant Rose éternelle alors que vous les avez aussi. Maintenant, si vous voulez lire que celui-là, vous pouvez lire que celui-là. C'est pas gênant, ça change pas la compréhension, il n'y a pas de souci. J'ai le même ressenti avec La Belle au bois dormant dans le genre... Oh mais... La Belle au bois dormant, mais je déteste... Non mais franchement, tu parles d'un de mes dessins animés, mais vraiment que je déteste le plus. Avec La Petite Sirène, je déteste La Belle au bois dormant. Elle est débile, Aurore, on est d'accord. Elle est totalement cruche, et puis elle se réveille et « Oh, mon amour !» Ah bah génial, ok, très bien. Et puis, il faut savoir que La Belle au bois dormant, le conte originel est vraiment différent. Vraiment, vraiment différent. Et Maléfique fiche la trouille, ça on est d'accord. Par contre, j'adore La Petite Sirène, mais certainement parce que ça se passe sous l'eau. Ah ouais, t'aimes autant que ça? On l'attrape à deux mains, elle sent rien. Mais ouais, mais oui, non mais enfin... Bon bref, je n'aime pas non plus Aurore du tout. Je n'aime pas, j'aime pas Blanche-Neige non plus d'ailleurs. J'aime pas Blanche-Neige, ni Aurore, ni La Petite Sirène. J'avoue. J'avoue tout. Voilà, je vous avoue tout. Je n'aime pas. Mais vraiment, celui-ci... Je sais pas si... Alors j'avais dit, on n'est pas sur un coup de cœur. Et je crois qu'en effet, on n'est pas sur un coup de cœur a posteriori, mais peut-être sur un petit coup de cœur. Parce que quand même, je me souviens encore, et ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai lu. Je sais plus, je l'ai lu quand? Je l'ai lu en juillet, je crois. Hein. Donc moins d'1 mois, ouais, je sais pas, par là. Et en fait, j'ai vraiment des scènes qui restent en tête. J'ai vraiment... Ah, ce petit Eric, là aussi, il est chouchou. Voilà, j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup certaines scènes qui vont me rester. L'histoire d'Ariel, franchement, tu peux difficilement l'oublier. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. J'adore Jasmine, Rebelle et Réponse. J'aime beaucoup, ouais, Jasmine, Rebelle aussi. Réponse, oui, aussi. Je l'aime bien, même si elle est pas très très futée tous les jours, mais why not? La Belle au bois dormant, c'est pas joli, non. Murmure de l'océan, je suis en train de le finir, il me reste 50 pages grosso modo. C'est un réel coup de cœur alors que le monde des sirènes n'est pas mon kiff à la base. J'avais adoré Rose éternelle, mais là ce second tome le surpasse à mes yeux. Je préfère les caractères des protagonistes et l'évolution de leurs relations. Je comprends ce que tu veux dire. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup en fait j'aime tellement La Belle et la Bête que tu pourrais l'écrire n'importe comment, je crois que j'aimerais. Mais je comprends, leur relation est vraiment belle. Enfin, leur évolution dans leur relation est très belle. Leurs interactions sont aussi très sympathiques. Il y a des scènes, tu sais, il y a des romans comme ça où tu vas lire quelque chose, enfin tu vas lire une scène, et moi je sais que des fois je la relis à haute voix et je la joue quasiment au-dessus de mon livre tellement elle m'embarque en fait. Oh là, pardon pour le... Ça m'embarque tellement que j'ai balancé dans le micro, mais tellement ça m'embarque, je suis à fond dedans. Ça, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et du coup, vraiment, moi, ça me faisait un petit peu peur parce que c'était La Petite Sirène et en même temps, j'attendais tellement de le lire. J'ai tellement aimé Rose éternelle que j'attendais énormément de le lire. Je m'étais dit, en vacances d'été, ça passera bien, donc je l'avais lu en juillet. Mérida, Nala et Sarabia. Ah ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. Mérida est trop chouette. Non mais Mulan, c'est sûr. Enfin, Mulan, elle est genre ici, tu vois. Évidemment. Mulan, tu la cites même pas tellement tout le monde l'aime. Tout le monde est censé aimer Mulan. Mulan, c'est le top 1. Non? Moi, mon top 1, c'est Mulan, quoi. Niveau princesse. Attends, je vais taper princesse Disney, je te dis. Parce que là, en fait, tu sais, quand tu réfléchis comme ça, tu les as pas toutes en tête. Blanche-Neige, jamais de la vie. Cendrillon, Aurore, Ariel, je déteste. Déjà. Belle, ok. Mais bon. Quand même, hein. Jasmine, oui. Pocahontas. Ah, Pocahontas, c'était l'héroïne de ma jeunesse. Maintenant, moins. Mais quand j'étais enfant, Pocahontas, qu'est-ce que je l'ai vu? Mulan.
Mulan, c'est l'histoire de ma vie, évidemment. J'adore, j'aime énormément. Tiana, j'aimais bien aussi. Je préfère même Tiana à Réponse, je dirais. Parce qu'elle a ce côté ambitieuse, travailleuse que j'aime beaucoup et perfectionniste aussi. Elle est très organisée, j'aime bien. Mérida, oui. Et après, ouais, c'est Elsa, Anna, Vaiana, non. C'est différent. J'aurais adoré qu'Ophélie Duchemin fasse une réadaptation sur Mulan. Bah là, le 3e tome, il faut le savoir, ça sera sur Réponse. Après, je sais pas combien elle compte faire de tomes. Mais le 3e tome, c'est Réponse. Mon couple préféré, c'est Gomez et Morticia Addams. Ah, mais oui, tout à fait. À part Princesse Fiona. Oh, elle est chouette aussi, Fiona. La série de Tim Burton. Mais oui, c'est vrai. Bien vu. Trop bien. Bon, on arrête de se disperser, les enfants. On revient. Enfin, on revient pour mieux partir. Mérida, c'est rebelle, ouais, tout à fait. On revient pour mieux partir. Nous partons cette fois-ci en Écosse. Et vous savez très bien duquel je vais vous parler. Je vais vous parler de Maudit, de Marine Kellada, qui est aussi un roman auto-édité. Décidément, dans ce bilan lecture, il y en aura eu 2. Maudit de Marine Kellada. On est avec... alors, moi j'étais assez décontenancée parce que je m'attendais pas à ça. On vous dit Marianne qui a 19 ans et qui... Tu descends, tu fais quoi? Voilà. On suit Marianne qui a 19 ans et qui est pétrie de troubles anxieux. Vraiment, elle a beaucoup d'angoisse. C'est ce qui régit sa vie depuis un long moment. Elle reste tout le temps avec ses parents, elle est sous cachet, etc. Et elle est sous traitement, etc. Et puis, elle va se rendre avec ses parents à la réunion du clan Campbell. En gros, leur famille fait une réunion des clans comme ça se fait en Écosse, hein, et ça se fait réellement. Moi, j'ai des patients qui sont allés à la réunion de toute leur famille en Écosse, quoi. Et là, c'est exactement la même chose. Et on vous dit que quelque chose la lie au Highlander et au passé de sa famille, et que ces crises vont s'accentuer. Donc moi, je me suis dit, en lisant le résumé, qu'on allait être beaucoup dans le présent. Enfin, qu'on allait suivre cette Marianne, avec peut-être une petite alternance passé-présent, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, il faut savoir, et avant de le commencer, je pense, c'est important de le savoir, il faut savoir que les 3/4 du roman se passent dans le passé. Vraiment, les 3/4 du roman, et ça m'aurait plu si je l'avais su avant, je pense, mais moi ça m'a décontenancé, je me suis dit, bon, on revient quand là dans le présent, puis ça faisait 100 pages, puis ça faisait 200 pages, puis tu le tues. Parce qu'en fait, la partie 1 s'arrête page 82. À partir de la page 83, vous êtes en Écosse, 16e siècle, d'accord? Et il y a des notes de fantastique, hein. C'est trop bien, ça reprend une légende, une créature légendaire écossaise, c'est trop bien. Ça n'est pas le monstre du Loch Ness, si ça peut vous rassurer, mais voilà. Et dans le présent, partie 3, Écosse 21e siècle, page 495, ce qui veut dire que, visuellement, ça va être très parlant. Vous avez ça dans le présent, d'accord? Ça dans le passé, et ça dans le présent. Et si c'est une romance, hein, Josinger, c'est une romance de base. C'est vraiment une romance de base. Après, c'est comme Doulahan. Doulahan, c'est un roman de l'autrice que j'ai lu l'an dernier. C'est avec la légende du cavalier sans tête. Et j'adore le cavalier sans tête. Vraiment, le cavalier sans tête, c'est genre... Depuis le film de Tim Burton, pareil, c'est vraiment un personnage que j'adore. Pourtant, le film m'avait fait peur. Je l'ai vu très, très vite. Mais enfin, je l'ai vu très tôt, très jeune, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, il y a toute une romance dans Doulahan que j'ai adorée. Et ce roman, si, c'est de la romance en Écosse avec une part de fantastique, mais c'est fondamentalement une romance avant tout. Ça, il faut bien le savoir. En sachant que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que si vous tapez les noms des personnages dans Google, vous les trouverez. Et elle a repris en effet les événements de vie qu'on retrouve sur Wikipédia et tout ça, on les voit. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup plu. Vraiment, le fait que ça soit inspiré d'une histoire vraie, ça m'avait beaucoup plu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont abordés avec cette romance qui va toujours plus loin, avec le thème de la famille, avec même un thème de la maternité, tout ça. Enfin, tout ça, ça m'a pas plu du tout. C'est vraiment le seul moment où je me suis dit oui, bon, je m'attendais à autre chose. Après, la fin était géniale, le dénouement était génial, le pourquoi du comment j'ai adoré, le début j'ai adoré. Dans le passé, il y a plein de choses que j'ai aimées, hein, c'était vraiment très chouette, le fait d'avoir les clans écossais et tout, c'était très bien. Mais il y a vraiment des thèmes que j'attendais pas et que j'avais pas envie de voir en fait. Donc c'est pas un coup de cœur, mais on est quand même sur un
petit coup de cœur, hein, une très très bonne lecture, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et du coup, juste derrière, j'étais en no-buy, hein. J'étais en no-buy pendant 42 jours, souvenons-nous. J'ai cassé mon no-buy après ce roman. J'ai acheté le premier livre de l'auteur, qui est le seul roman de Marine Kellada que je n'avais pas dans ma pile à lire. Mais en même temps, il m'avait dit qu'il restait un seul exemplaire sur Amazon. Je l'ai acheté. Parce qu'en plus, c'est vraiment un roman que je trouvais que là-bas. Donc voilà. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui étaient en cours d'acheminement, mais franchement, est-ce qu'on s'en fout? Non, il m'a dit le dernier, je l'ai pris, tu vois. Donc j'ai encore Cendre, j'ai encore De Braise et de Feu, je crois. Et j'ai encore le premier avec l'arachné, là, un truc de l'araignée, là. Je sais plus le nom, je sais plus. Mais bref, il m'en reste 3 à lire de l'autrice et j'ai trop hâte, voilà. En tout cas, Maudit, très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a des thèmes qui m'ont pas énormément plu, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai quand même beaucoup aimé. Le Cavalier sans tête, j'adore. On avait regardé la série Sleepy Hollow d'ailleurs. Mais oui, mais non, mais le film Sleepy Hollow, il est génial. Moi, je le revois. Je vais le revoir là. J'ai décidé de le revoir en août. En octobre, bien évidemment. Je vais le revoir en octobre pour Halloween. C'est comme l'étrange Noël de Mr. Jack. C'est Halloween, tu vois, évidemment. Je me fais plein de Tim Burton à Halloween. Et puis, je me demande si je vais pas me faire Doulahan en octobre. Parce que je prends une vacance pour mon anniversaire. C'est bientôt. Enfin, c'est pas bientôt. C'est le 22 octobre. Donc on a encore du temps, c'est dans 2 mois. Mais à chaque fois, je prends une semaine de vacances à ce moment-là pour regarder des films, lire des bouquins et vraiment fêter l'automne parce que j'adore l'automne. J'hésite à lire Doulahan avec ce que tu en dis, même si Maudit me dit énormément pour me plonger dans l'Écosse. Bah Doulahan, t'as une jeune fille dont j'ai oublié le prénom. C'est bien, je commence à oublier, c'est plutôt bien. T'as une jeune fille qui se retrouve à faire du camping en Irlande. Et ils sont sur les terres où on dit que le Doulahan rôde et tu commences avec une légende qui te dit t'aventures pas trop là-bas parce que tu vas te faire tuer par le Doulahan. Le Doulahan qui est le cavalier sans tête. Et forcément, elle se fait enlever et elle se retrouve coincée dans un château au XVIe siècle aussi, je crois, enfin bref, dans le passé. Et elle se retrouve piégée dans ce château-là avec le cavalier sans tête et avec tous ses domestiques en fait de l'époque. Et elle va apprendre petit à petit ce qu'il est arrivé à ce cavalier sans tête, à ce Doulahan, et pourquoi il erre comme ça sur les terres d'Irlande. Alors oui, il y a de la romance, mais t'as surtout une grosse malédiction derrière que j'ai trouvé géniale. Voilà, oui, il y a de la romance et ça a fait palpiter mon petit cœur. Je lis pas beaucoup de romans, j'en ai lu beaucoup étant ado, maintenant j'en lis quasiment plus. Mais le reste, la malédiction m'avait beaucoup plu. Voilà, c'est ça Doulahan pour moi. Et Doulahan par contre, coup de cœur. Ça a atteint le palpitant là, c'était sûr. Bon, il nous reste 2 livres. Et c'était pas les meilleurs, j'ai passé les meilleurs les gars. Je dis ça, je dis rien. J'ai lu un livre de la rentrée littéraire qui est Un miracle de Victoria Mass aux éditions Albin Michel. Victoria Mass, c'est celle qui a écrit Le Bal des Folles il y a 2 ans, je crois, que j'avais énormément aimé. Il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Depuis, il y a eu une adaptation, depuis, il y a eu une BD, enfin bref, ça a fait beaucoup de bruit. Et j'avais adoré Le Bal des Folles. En même temps, c'était en milieu psychiatrique, j'ai envie de te dire. Voilà, j'allais un peu... Soit, de toute façon, avec moi, quand c'est en milieu psychiatrique, soit j'adhère parce que c'est bien fait, soit je déteste parce que c'est très mal fait. Là, Un miracle, on est sur une petite île de Bretagne avec une prophétie et puis ce jeune garçon qui voit la Vierge Marie. Il voit la Vierge Marie, le petit garçon. Et on a tout ce côté religion sur une petite île avec les filles de la charité, donc des sœurs, enfin des bonnes sœurs, on va plutôt dire. Et voilà, c'est le gros de l'histoire. Hein. C'est vraiment... Alors, je vais pas vous en dire plus parce que ça serait spoilé, mais dans tous les cas, c'est le pitch de départ et on n'en sort pas avec énormément plus, en fait. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je n'ai pas de réponse, j'ai toujours mes questions. On va aborder le thème de la religion, on va aborder le thème des sciences. Ça, c'était super intéressant, il y avait des petits paragraphes qui étaient très intéressants. En fait, ce livre, c'est des personnages. Vous découvrez les Iliens, hein, les personnages de cette île de Bretagne, et vraiment, les personnages font absolument tout, enfin, absolument toute l'histoire, en fait, tout simplement. Cette histoire, ce sont des personnages parce que le reste, pour moi, on reste trop en surface. Ça manque vraiment cruellement de profondeur. Et c'est dommage parce que cette discussion religion-science, elle est là depuis combien de centaines d'années, franchement. Mais voilà, elle est éminemment intéressante, mais
j'ai pas eu ce que j'attendais en fait. Alors, je ne m'attendais à rien, comme dirait Louis, mais je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Mais en fait, je m'attendais pas à grand chose parce qu'on vous dit un miracle, il y a un garçon qui voit la Vierge Marie. À quoi tu peux t'attendre en fait? Tu t'attends à rien du tout. Et pourtant, alors l'écriture est bien. On est toujours dans ce style d'écriture, cette plume que j'aime beaucoup chez Victoria Mess, avec des petites phrases là assez courtes en fin de paragraphe que tu pourrais vraiment surligner en citation du paragraphe parce que ça résume tout. C'est vraiment bien, j'aime bien sa façon d'écrire. Mais on aurait pu aller plus loin, mais on aurait pu faire autre chose avec cette histoire et vraiment aller en profondeur dans cette personnalité, dans ces personnalités des Iliens, dans ce... Je pense que j'ai vu une série sur Netflix qui est Serment de minuit, qui parle aussi de religion beaucoup et qui la confronte un peu aux sciences, surtout à la fin avec une citation incroyable que j'ai gardée parce qu'elle était vraiment géniale sur la mort, le cosmos et tout, c'était génial. Et vraiment, la série elle est bien plus en profondeur que ce roman, ce qui est dommage. D'habitude on fait l'inverse. Et du coup voilà, j'en suis ressortie un peu déçue. Un peu déçue. C'était une bonne lecture mais je l'oublierai très vite. Voilà, je vais très vite l'oublier. Je pense que du coup, je vais pas le garder très très longtemps. Dernier roman, je l'ai chroniqué hier sur Instagram. Je finis pas avec le meilleur. J'aurais dû finir avec le meilleur. J'ai lu La forêt de Lucas Tatiazim, qui a l'air d'intéresser beaucoup Luna, aux éditions Inceptio. C'est dans leur collection Thriller. Et franchement, le pitch de base m'avait énormément hypé. Je suis désolée, mais Luna étant devant le micro, c'est un peu compliqué. Le pitch de base, le résumé de base m'avait énormément hypé. On est avec cette classe de botanique. Donc on a des jeunes de 13 ans qui vont en forêt et qui, à un moment donné, se perdent. Ils se retrouvent dans une clairière. Donc il y a 7 enfants de cette classe qui se retrouvent dans une clairière sous l'orage, machin et tout. Et du coup, on a ces 7 préados, qui se retrouvent bloqués dans cette clairière et qui... Comment vous dire ça? Et qui restent bloqués dans cette clairière ensemble. Tu te dis, waouh, trop bien. Et surtout, dans le résumé, on te dit, et de tous les dangers qui les guettent, le pire n'est peut-être pas cette chose avec un C majuscule qui rôde la nuit. Je me suis dit, cool, ambiance le village, on va être dans un huis clos, on est bloqué dans la forêt et il y a un monstre. Trop bien, quoi. Bah, c'est pas ce que j'ai trouvé dedans. J'ai été hypée environ 100 pages dans ce roman parce que dès le début ça m'a pas vraiment plu. On a des persos qui s'insultent toutes les phrases, là c'était insupportable. Ils ont 13 ans et ils s'insultent tout du long, à chaque phrase, à chaque réplique on avait une insulte, c'était chiant. Et je vais pas vous dire le contraire, franchement ça m'avait saoulée. Et il y a des choses qui n'étaient pas vraiment adaptées à leur âge, il y avait des points de langage, à un moment donné il parlait de prostituée, le gars a 13 ans, tu fais... Bon, peut-être pas, peut-être 16 plutôt. Heureusement, dans le livre, ils vieillissent, donc forcément, à un moment donné, ça devient adapté à leur âge. Mais au début, c'était un peu saisissant. En plus, alors ça, je vais le dire aussi à la maison d'édition, t'as des petits... on l'avait vu avec Séverine, on l'avait lu en Co-Read With Me. Et en fait, t'as des changements de police d'écriture, mais sans utilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme si c'était laissé par erreur. Donc je sais pas, je vais lui demander si ça l'est. Et... on est bien plus dans un huis clos avec des êtres humains qui apprennent ou n'apprennent pas du tout à vivre ensemble et qui vont plus se détruire qu'autre chose, que dans une ambiance sombre avec un monstre en fait. Et ça m'a beaucoup déçue parce que moi je pensais qu'on allait être vraiment dans un huis clos mais avec un monstre qui rôde et voilà. Là il rôde mais il sert à rien ce monstre. Franchement tu peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Enfin ce monstre, cette chose, hein, je sais même pas si c'est un monstre, si c'est quoi que ce soit. Peut-être que c'était une métaphore et que je l'ai pas saisi. Mais bon, voilà. La fin n'apporte aucune réponse. Voilà. Le plus intéressant, ce sont vraiment les personnages et notamment le changement de personnage principal qui change. Voilà, ça change tout le temps le personnage principal. Il y a des événements qui sont vraiment chouettes. Genre, il y a un moment donné vers... voilà, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été hypée pendant une centaine de pages. Et à un moment donné, il y a un événement qui fait que tu te dis « Waouh, trop bien, c'est cool et tout ». Mais ça dure pas très longtemps.
Ça dure pas très longtemps. Après, j'ai eu l'impression qu'on allait faire la cueillette tous les jours et c'était du quotidien banal. Enfin, moi, j'ai pas apprécié. J'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance sombre qui s'installait plus que ça. C'était un peu déstabilisant au début, un peu sombre au début, et puis finalement, ça s'estompe assez vite quand on va pêcher et cueillir des racines, enfin, et arracher des racines tous les jours, quoi. La fin était d'une déception incroyable. J'étais très déçue par la fin parce que il y avait aucune réponse. Aucune réponse à quoi que ce soit, c'est comme ça et puis c'est tout. Tu finis avec des articles de journaux qui pourraient être bien s'ils n'étaient pas là uniquement pour raconter l'histoire que tu viens de lire. Ça aurait été bien, à part, il y a un article de journal qui te dit quelque chose, mais pas grand chose. Vraiment, j'ai eu l'impression aussi de lire un livre un petit peu vieux, qui date d'il y a quelques années, ce qui est le cas, hein, je crois que l'auteur l'avait auto-édité avant. Et j'ai vraiment eu cette impression de lire un roman qui est sorti il y a quelques années parce que c'est le genre d'histoire qu'on aimait bien faire il y a quelques années et qui sont plus très modernes aujourd'hui. J'ai pas trop aimé, voilà, je vais pas en dire plus. Maintenant, si vous avez envie de le découvrir quand même, j'ai un code promo... Oh pardon, j'ai mis Discord, je suis désolée, c'est les fesses de Luna. J'ai un code promo Inceptio que je vous mets dans le chat et que je vous mettrai dans la barre d'infos aussi sur YouTube. Donc voilà, pas trop tentée. Je pense que je vais pas forcément lire d'autres thrillers chez Inceptio. J'aime bien leur collection imaginaire, fantastique, fantasy. Je pense que je vais rester sur cette collection-là. Peut-être que ces thrillers-là sont pas faits pour moi. Après, à savoir que je lis très peu de polars et thrillers. Donc moi, quand j'en lis un, mes critères sont, comme ça vous verrez si vous, ça peut vous plaire. Parce que regardez, Séverine qui lit énormément de polars thrillers, elle, ça lui a plu. Ça lui a globalement plu. Moi, j'en lis pas beaucoup. Et moi... Pour être embarqué par un thriller, il faut que ça soit un peu sombre, glauque et qu'il y ait du suspense. Il me faut du suspense. Il faut que ça me tienne par les tripes, quoi. Il faut que je me dise à chaque page, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il me faut un gros suspense. Là, il n'y en avait pas pour moi. Je me suis pas assez attachée au personnage en plus, donc il n'y en avait vraiment pas. Il pouvait se passer n'importe quoi, je m'en fichais. Et voilà, moi, mes critères vraiment pour un bon polar, un bon thriller, c'est vraiment des personnages intéressants, plutôt de la... Ouais, je sais pas, un petit peu de glauque, une ambiance, quoi, quelque chose qui te fiche un petit peu la trouille, et puis un suspense qui te fait te dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer à la page d'après, quoi. Que ça soit un peu plus dense, je dirais. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, c'est comme s'ils savaient pas comment achever le livre. Oui. Bah, en fait, elle est très classique, la fin, c'est... Bon. J'ai eu aucune empathie pour les personnages, finalement, je me rappelle même plus de leurs prénoms. Je me rappelle des surnoms pourris qui leur sont donnés. Il y a la Teigne, tu sais. Il y a Louis. Il y a... Élise, Claire. Simon et son frère, mais je sais plus le nom du frère. Enfin bref, voilà. Comme tu vois, c'est déjà un petit peu effacé de ma mémoire aussi. Pourtant, je l'ai fini la semaine dernière, je crois. Déjà qu'il me tentait pas de base, je vais clairement passer mon chemin. Ouais, je pense que s'il te tentait pas de... Moi, il me tentait beaucoup de base. Après, peut-être que j'en attendais trop aussi, peut-être. Peut-être. Et non, t'es pas la seule, hein. J'ai vu qu'il y avait plusieurs avis comme ça aussi. Donc, voilà pour ce petit bilan lecture qui sera en ligne jeudi ou vendredi, j'en sais rien. J'espère que ça vous a plu ce côté encore live, parce que du coup moi ça me plaît beaucoup parce qu'il n'y a pas de montage derrière et je peux le faire parce que franchement le vlog pour samedi dimanche là, il va y avoir du montage donc ça va être un petit peu plus délicat. Mais là, c'est vrai qu'avec un bilan lecture comme ça, c'est un peu plus simple pour moi de le mettre en pleine semaine. Donc voilà, sur YouTube, on va s'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, ce serait super chouette. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.